Donc moi je suis ravi de me retrouver avec vous ici, là surtout que je rentre de voyage lointain. Début août j'étais en Tanzanie et au Mozambique, la semaine dernière j'étais en Arctique pour suivre le problème du changement climatique. Donc c'est ma fonction, ma mission maintenant depuis un peu plus de 2 ans. Donc je me suis focalisé sur l'impact du changement climatique sur l'évolution de la vie. Les humains, mais il n'y a pas que les humains, vous allez voir qu'il n'y a pas que nous sur la Terre. Alors justement, en tant qu'ancien président du muséum, nous au muséum on a pour mission nationale d'archiver des espèces. Chaque fois qu'on trouve une nouvelle espèce, ça peut être une bactérie, n'oublions pas les micro-organismes. La vie, c'est d'abord des bactéries. Tout le reste, c'est secondaire, je dirais, les baleines ou les guépards ou les dauphins. C'est d'abord un monde de bactéries. Je vous rappelle que dans un corps humain, il y a au moins 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines, et que ces bactéries sont essentielles. Depuis que vous êtes intéressé à ce qu'on appelle le microbiote, l'intestin, moi, je me suis beaucoup intéressé chez les bébés humains à la naissance. Quel est le premier contact d'un bébé humain quand il sort de sa maman ? Avant, il est dans sa maman, il n'a aucun contact avec le reste, il a des sons, il a des choses comme ça, mais il ne connaît pas le monde biologique extérieur. Sa maman le protège, il est au sein de sa maman. C'est le moment de la rupture de la poche des os. À ce moment précis dans la vie de chacun, on est tous passés par là, les filles et les garçons, on est rentré en contact avec des bactéries qui sont extérieures, mais dans la maman. Et ces bactéries-là vont le contaminer dans le bon sens du terme. Un bébé humain, il met 2 années à construire sa propre flore intestinale. Et vous avez vu maintenant les travaux récents que l'on fait, où on parle du second cerveau. L'intestin joue un rôle essentiel dans notre vie, sur des maladies aussi incroyables que Alzheimer, Parkinson, l'autisme. On sait que ces bactéries intestinales jouent un rôle essentiel et fondamental. Or, depuis 50 ans, si je regarde la France, on a à peu près 300 maladies nouvelles en France depuis 1940, 70 ans. 300 maladies nouvelles qui n'existaient pas auparavant. Alors, je vais enlever celles qui sont liées à l'âge, on vit plus longtemps. Donc, effectivement, on a des maladies qu'on ne contractait pas avant parce qu'on ne les avait pas, on mourait avant de pouvoir les contracter. J'enlève les maladies qui sont liées à l'exposition au soleil, les cancers de la peau, dramatiques en ce moment en France, comme jamais. Il ne faut pas aller à la plage, maximum 1 heure, surtout pas plus que ça. Donc, les cancers de la peau, sur toutes ces filles magnifiques que vous avez vues dans les magazines dans les 60-70, sont toutes mortes de mélanome. En Australie, il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus. Donc, si j'enlève ceci et cela, il me reste beaucoup de maladies qui sont liées à nos modes alimentaires, à nos modes de vie, et surtout à l'utilisation anarchique des antibiotiques. Donc Fleming aura le prix Nobel pour sa découverte de la pénicilline. Et en fait, c'est une découverte fabuleuse qui a sauvé énormément, bien sûr, de vies depuis la guerre de Corée. N'empêche qu'aujourd'hui, utiliser à tort et à travers un dentiste qui vous donne un antibiotique avant de vous faire arracher une dent, c'est quasi criminel. Vous êtes en train d'accumuler de l'antibiorésistance. Et aujourd'hui, on a, en France, mes copains médecins me disent tous, on a de dramatiques problèmes d'antibiorésistance, qui vont nous poser des problèmes dramatiques dans le futur, parce que des maladies banales qu'on arrive à contrôler, avec des bactéries ultra simples, Staphylocoque doré, les pneumocoques, les aéromonas, les pseudomonas, Escherichia coli, on en est rempli, on en a besoin, et du jour au lendemain, elles vous tuent, vos Escherichia coli, à vous que vous avez depuis le bébé au sein de vous-même. Donc tout ça pour vous montrer que cette évolution du vivant, elle est en constant changement, bien évidemment, et il faut en tenir compte dans les réflexions qu'on a aujourd'hui. Et le changement climatique apporte bien sûr beaucoup de modifications à ce niveau-là aussi. Donc vous avez d'un côté le mode de vie, de l'autre côté le changement climatique. Et on va sortir un ouvrage en ce moment qui est influent du changement climatique sur la santé des Français, que vous pouvez télécharger sur le site du ministère, où vous verrez toutes ces maladies nouvelles qui sont liées justement à ce changement climatique, qui est lié bien sûr à des migrations d'espèces, ça se réchauffe. Et effectivement, des espèces qui n'étaient pas du tout chez nous. Le paludisme, pas encore beaucoup en France, mais je vois souvent les occurrences de la maladie de Lyme, par exemple, comme jamais. On a des problèmes dramatiques aussi avec les leishmanioses. J'en ai chez moi à Bagnoul, dans mon petit village catalan, on a eu des bébés atteints de leishmaniose qui ne sont pas partis à l'étranger, contaminés en France. La dengue, l'an dernier, et puis surtout des maladies, tout ce qui est amené par le chikungunya, qui est en train d'exploser en ce moment en Corse, dans le sud de la France. Tout ceci est lié à ces changements généraux que l'homme ne contrôle pas. Donc l'humain a une influence importante là-dessus. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est effectivement quelle est la relation entre l'homme et l'animal. Je vais commencer par vous dire d'abord donner un fait précis, c'est le rôle du muséum. Il y a combien d'espèces vivantes sur la Terre connues aujourd'hui? Un peu plus de 2 millions. Et là-dessus, à peu près 1,3 million d'animaux. Donc les animaux ont pris une place considérable. On connaît mal les bactéries, à mon avis, il y en a beaucoup plus que ça. On ne sait pas ce que c'est qu'une espèce de virus. Virus, bactéries, après les protistes. Les protistes, ce sont tous ces unicellulaires à noyaux. Tara Océan vient de nous ramener là de quoi peut-être alimenter 700 000 espèces nouvelles pour l'océan, alors qu'on n'en connaît que 250 000 espèces dans l'océan aujourd'hui, grâce à ces séquençages massifs d'océans qu'on a fait un petit peu partout. Après, les champignons, un monde gigantesque. Les plantes,
Pas si grand que ça. On connaît aujourd'hui 350 000 plantes sur la Terre. C'est pas énorme, 350 000 plantes. On peut en faire le tour. Et en plus, on pense qu'il y a une grande partie de synonymes. C'est compliqué. Le rôle des muséums, c'est qu'on décrit une nouvelle espèce. On va en Patagonie, on va en Papouasie, on ramène un morceau de sol, on regarde ce qu'il y a là-dedans, on séquence maintenant l'ADN, on trouve des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas. On leur donne des noms. Et ce qu'il y a, c'est que vous pouvez très bien avoir une espèce décrite par un type en Équateur en 1783, une décrite aujourd'hui, et on ne sait pas quels sont synonymes. C'est la même plante, en fait. Donc il faut qu'on revoie tous les herbiers de la planète. Et c'est la raison pour laquelle on vient de numériser l'herbier du Muséum à Paris. On a 12 millions de planches d'herbier à Paris. C'est le plus grand herbier du monde. La première planche qui a été mise, quelqu'un a eu l'idée de mettre une planche collée sur un morceau de papier, c'est 1605. C'est la première plante qui a été archivée, un pissenlit ou n'importe quoi, dans des collections mondiales. Et ces collections doivent être accessibles à tous. Vous travaillez sur une famille, vous aimez les Scrophulariaceae, vous aimez les composés, vous pouvez avoir accès effectivement à ces espèces. C'est pareil pour un chimpanzé ou pour un bonobo. Alors vous imaginez l'émoi des Chinois, quand ils viennent à Paris, voir le panda du père David, décrit en Chine à la fin du 19e, et qui est à Paris, qui n'est pas en Chine. Pour eux, c'est un drame épouvantable. Ils proposent une fortune pour récupérer le type du panda. Il est moche comme tout, il a été démonté par tous les morceaux, mais n'empêche que c'est le type lui-même. Et on va revenir à l'image tout de suite. La drosophile. Cette mouche tant étudiée, est décrite en 1828. Cette petite mouche, la mouche du vinaigre, qui devient la reine de la génétique, puisque Thomas Yount Morgan lance tous les travaux sur la génétique dans les années 1940 aux États-Unis. Et la mouche drosophile, le type est à Paris. Alors c'est moche comme tout, on l'a démonté des ailes, on a arraché le pénis du mâle pour voir comment ça... Mais n'empêche que c'est le type de la drosophile. Donc tout est comme ça. Et pour l'humain, c'est intéressant parce que quand est-ce que l'humain a été décrit? Donc aujourd'hui, je vous ai dit un peu plus de 2 millions d'espèces connues, insectes sur les continents, moins de 300 000 dans l'océan. Bon, c'est la connaissance actuelle. La vraie question, c'est combien il y en a réellement? On commence à avoir quelques idées, puisqu'on fait des expéditions naturalistes, on fait du séquençage massif dans l'océan et hors de l'océan. Allez, au moins 10 fois plus, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on aurait entre peut-être 15 ou 20 millions d'espèces vivantes nous accompagnant encore sur la Terre aujourd'hui, et puis qu'on n'a pas encore décrites. Or, je vais regarder ce qu'on a décrit depuis quelques années. Depuis 40 ans, ça ne change pas. On décrit entre 16 000 et 18 000 espèces nouvelles chaque année. Donc je prends ce rythme-là, 20 millions moins 2, ça fait 18. 1000 ans. Il nous faut 1000 ans à partir d'aujourd'hui pour simplement, au rythme actuel, décrire ce qui existe. Et on sait qu'à la moitié de ce siècle, à la fin de ce siècle, on aura perdu la moitié. Voilà. Voilà le défi qui est lancé aujourd'hui aux biologistes et aux naturalistes. Donc comment mettre en évidence une biodiversité sans connaître toutes les espèces qui peuplent un écosystème, avec des mœurs différentes, des sons différents, avec des couleurs différentes. On apprend tous les jours. Je vous ferai une petite revue rapide tout à l'heure sur cette affaire des animaux. C'est absolument incroyable, bien évidemment. N'oubliez jamais que, par contre, une chose, c'est que chacun est la suite d'une évolution dans sa niche écologique. Je parle souvent du Usain Bolt. Bolt, on l'a revu, 3 200 et 300 olympiques et 3 relais 4 x 100. 9,58 au 100 mètres, faites le calcul, 44 km/h. Bah, ça, c'est un chat. Voilà, un chat. Ça relativise des choses. Le lapin court à 48 km/h. Un lion à 85. Un cheval à 60. Un buffle à 65. Donc, alors on me dit, oui, mais Phelps, avec ses médailles d'or encore là. Phelps, je prends le record du monde du 100 mètres, 17 km/h. C'est un poisson hyper lent. C'est une carpe dans un étang. Il y a des poissons qui dépassent largement 100 km/h. On me dit, oui, mais tu comprends, les amis médecins qui n'aiment pas que je compare les humains aux animaux, me disent, oui, attention, nous, on sait nager et courir. Je dis, oui, mais eux, certains, ils savent nager et courir, en plus, ils volent, en plus, vous voyez. Donc, il faut revenir à une raison générale, encore une fois, les comparer simplement dans le fait de la performance absolue. Mais n'oubliez pas, on parlait ce matin avec notre ami des cachalots ou des baleines. Un cachalot, il va descendre 1h40 à 3 km de profondeur. Il va remonter, il va prendre une inspiration, et il redescend 40 minutes. Il a un battement cardiaque toutes les 5 minutes en plongée et 5 battements minutes en surface. La baleine à bosse, c'est pareil. Des températures un peu plus basses que la nôtre, ils sont un peu plus bas que nous. Donc des performances incroyables. Chacun est sélectionné pour occuper la niche écologique dans laquelle il se trouve. Mais sur la performance claire, c'est sûr que l'humain doit se mettre un peu de glace sur la tête pour regarder un petit peu ce qu'il vit autour de lui de façon un peu différente. Donc, la question, c'est quand ceci a commencé. En gros, maintenant, c'est bien daté, on a beaucoup travaillé là-dessus. La Terre, elle a 4,6 milliards d'années, 4600 millions d'années. Un morceau du Soleil, la Lune n'est pas encore sortie, et la vie apparaît il y a un peu moins de 4 milliards d'années. Alors la vie, au départ, c'est une cellule, et c'est là qu'il faut regarder ce que c'est que la vie, donc l'origine des animaux. C'est une cellule, c'est dans l'océan que ça se passe. Il y a un peu moins de 4 milliards d'années. Une cellule, c'est quoi? C'est une membrane
qui sépare un intérieur et un extérieur. Et il y a des mouvements d'ions, d'électrolytes, il y a des mouvements chimiques de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. Et ça, c'est fondamental. C'est ça qui va être la base même du vivant. Alors au départ, il n'y a pas de sexe, donc on se clone dans l'océan. On fait à l'infini des copies de la maman, des filles, deux filles, deux filles, deux filles, comme ça à l'infini. Pendant plusieurs milliards d'années, c'est comme ça. Et le sexe sera inventé dans l'océan, chez des bactéries, il y a à peu près 1,5 milliard d'années, et ça va tout changer. Parce que l'intérêt du sexe, il est clair. Quand vous avez effectivement un clonage de la maman, vous êtes la copie exacte génétique de la maman. Donc si un parasite, par exemple, a réussi à tourner vos barrières et à s'installer chez vous, pas vous en débarrasser, c'est fichu. Le sexe est intéressant parce que vous allez faire du brassage de gènes. Et chaque fois qu'on fait du sexe, d'abord, il ne faudrait pas croire que le sexe est indispensable. Il y a des tas d'espèces ici, à la Bourbonsais, qui se débrouillent très bien sans sexe. Il n'y a que des filles, il n'y a pas de garçons. Il y a des phasmes, on fait des filles, on fait un garçon de temps en temps. Il y a des poissons, il y a des grenouilles, qui se débrouillent beaucoup d'insectes. Il n'y a que des filles. Et on fait des garçons au moment où ça commence à changer à l'extérieur. C'est ça que le changement climatique est super intéressant, parce que le changement climatique est en train de forcer le vivant à réagir. Et quand le vivant réagit, il crée de nouvelles espèces, en permanence. Et le sexe apparaît à ce moment-là. On voit les mâles qui apparaissent, qui font du brassage de gènes. Donc vous vous retrouvez avec moitié papa, moitié maman, tout ça brassé, et vous trouvez l'astuce pour vous débarrasser enfin de votre parasite, que vous n'arriviez pas à faire autrement auparavant. Donc c'est la vraie question. Et les sexes, pourquoi deux sexes? Chez les champignons, il y a au moins 100 sexes différents chez les champignons. Ça marche très bien. Donc les garçons et les filles, c'est pas aussi immuable qu'on l'a beaucoup cru. On fera d'ailleurs un débat sur la sexualité au ministère au mois de novembre. Et vous verrez que c'est intéressant, parce que on croit ça figé de façon fondamentale, pas du tout. Puis il y a des filles qui sont garçons, des garçons qui sont filles. Chez l'humain, c'est très mal vu. L'humain a horreur de l'ambigu. Il faut qu'on soit fille ou garçon, pas un machin entre les deux. Chez les animaux, vous verrez que c'est assez variable. Je me rappelle, on a une photo fantastique d'un éléphant s'accouplant avec un rhinocéros, faite à la fin des années 1880. Et un jour, une dame qui vient voir monsieur le professeur, mais là, qu'est-ce que ça a donné? Je ne sais pas, peut-être que c'était deux garçons finalement. Donc je reviens, la vie apparaît, et puis ensuite, il va se passer des grands événements. Alors ça, c'est une image qui est très émouvante. C'est le plus ancien fossile que l'on a dans les collections nationales à Paris, daté à 3,45 milliards d'années de roches d'Australie. Donc là, on a vraiment une colonie de cyanobactéries. Là, je vous ai mis les mêmes. Pour mon ami Olivier, j'ai ramassé dans une flaque d'eau ce matin devant notre chambre, là. Ce sont les cyanobactéries d'aujourd'hui, dans la mare d'eau. Regardez, elles ont presque 4000 millions d'années de différence d'évolution. Elles se ressemblent beaucoup. Elles sont toujours là, les cyanobactéries. C'est un groupe extrêmement intéressant. Et ces cyanobactéries vont inventer un des fabuleux process de la vie, la photosynthèse. C'est quoi la photosynthèse? Il faut de l'eau. Voilà pourquoi l'eau est absolument indispensable. Il n'y a pas de vie sans eau. Allez vous balader dans les déserts du Pérou, on en parlait ce matin, allez à Arica, à la frontière entre le Pérou et le Chili. Précipitation, 1/2 millimètre par an. Moi, petit garçon élevé en Bretagne, c'est pas possible des machins comme ça. J'ai des amis, ils ont un gamin de 11 ans, il n'a jamais vu la pluie. Bah oui, il y a des pays où ça existe, tout existe. Comme disait Brassens, ces pays imbéciles où jamais il ne pleut, bah ça existe, effectivement. Et là, vous avez effectivement la vie qui est très difficilement accrochée au système. L'eau, c'est la vie. Tous les êtres vivants sont faits d'eau. Un bébé humain à la naissance, 3/4 d'eau. Ici, nous, un petit peu moins. Alors, il y a moins d'eau chez les filles que chez les garçons. Les filles ont plus de masse de lipides. Ça fait les rondeurs dont les mâles raffolent, je suppose. En tout cas, plus on prend de l'âge, plus on perd d'eau. Et une vieille femme qui meurt très âgée, à 95 ans, il lui reste 58% d'eau, les garçons 61%. Pour vous montrer que cette eau, elle est viscéralement, c'est le cas de le dire, la vie est chevillée à cette eau. Il n'y a aucune cellule vivante qui ne soit pas faite d'eau. Et au départ, l'océan, c'était d'eau salée. Donc, ces bactéries se développent, et puis il va se passer un événement important vers à peu près 2,2 milliards d'années, c'est l'apparition du noyau. Donc on passe d'une bactérie, il y en a partout, il y en a toujours aujourd'hui. Quand on dit l'humain va détruire la vie, c'est complètement stupide. Les hippopotames, les girafes et les dauphins sont menacés. Pas les bactéries, il y en aura toujours des bactéries. On en est rempli nous aussi, on ne peut pas s'en passer. Et là, il y a des grosses cellules qui apparaissent, elles sont beaucoup plus grandes, avec un gros noyau, et tout de suite, elles vont capturer des bactéries extérieures qui vont devenir des intégrations dans la cellule, qu'on appelle les mitochondries ici, ou les plastes, chez les végétaux verts. Et ça va permettre de faire la photosynthèse que j'évoquais tout à l'heure. Donc la photosynthèse dans l'eau, j'utilise le CO2, qui nous empoisonne tant l'existence aujourd'hui, mais qui est vital pour le vivant. Le CO2, bien sûr, que je vais récupérer, et dans l'eau, encore une fois, et la lumière du soleil gratuite. Je vous rappelle que c'est la seule énergie de la nature. Tout le reste, c'est des inventions de l'humain. Le nucléaire en particulier, on ne sait pas quoi faire des déchets. C'est totalement inventé, lié à l'arrogance de l'humain. 1945, c'est un événement important, je vais y revenir tout à l'heure, quand même, qui va bousculer le monde. Hiroshima et Nagasaki, août 1945.
Et c'est là aussi que la démographie va exploser. Nous étions à l'époque 2,5 milliards d'humains. Nous sommes 7,5 milliards d'humains aujourd'hui. Donc tout ça va s'accélérer en permanence. Donc dans l'eau, le CO2 et la lumière, et en échange, je produis de l'oxygène et des sucres. Et j'ai gagné. Tout le système de la vie va s'organiser comme ça. Alors vous avez ceux qu'on appelle les primaires, hein, le phytoplancton, les végétaux. Donc on fait effectivement de la matière biologique à partir de ceci. Et ceux qui les mangent, hein, les secondaires, les animaux en particulier, une grande partie, qui viennent manger effectivement ces plantes. Sans plantes, il n'y aurait jamais eu d'animaux sur la Terre. Le troisième événement, ça va être la pluricellularité. Ça veut dire que ces cellules, au lieu d'être toutes seules dans l'océan, vont s'agrouper. Un corps humain, c'est 700 milliards de cellules. Donc ça veut dire qu'on a des cellules très différentes, du foie, des neurones, des adipocytes, des cellules du rein, du cœur. Elles sont très différentes, hein, bien sûr. Hein. Mais tout ça, n'oubliez pas une chose, ça part de la première cellule, de l'ovocyte de votre maman, avec un ridicule petit spermatozoïde. On a produit des milliards, votre papa, il y en a qu'un qui est rentré. Et ce qui est rentré là crée justement le zygote, l'œuf fécondé, et tout est parti de là. Hein, de cette union entre ce ridicule petit spermatozoïde et cet énorme ovocyte, par le vivant, avec toutes ces cellules qu'on a fabriquées, pour devenir un être élaboré. Donc, l'apparition de la vie, on a dit donc effectivement c'était cette membrane, la formation du noyau, la pluricellularité, tout ça sont les événements essentiels de la vie au cours du temps. Alors tout ça est lié bien sûr au physique. La vie n'est pas apparue comme ça, par un esprit particulier. La vie est forcément née du minéral qui était là auparavant. Là, on est à 12 milliards d'années. Écoutez Hubert Reeves qui nous raconte l'explosion des supernovas avec de nouveaux éléments chimiques qui se forment. Moi, je me suis particulièrement intéressé au sodium et au potassium, parce que je suis un marin. J'ai passé ma vie à travailler sur l'océan et à comprendre comment la vie s'est formée dans l'océan et comment elle s'est développée dans l'océan. Apparaissent ces éléments. L'eau de mer, c'est du chlorure de sodium. Les chlorures, le sodium, le potassium apparaissent il y a 12 milliards d'années. Et tout ça va former l'océan ancestral. Sur la Terre, il apparaît assez rapidement. On sait qu'il est extraterrestre, cet océan. On sait maintenant par les signatures en oxyde de deutérium que l'océan n'est pas terrestre. Il est venu par des milliards d'impacts de météorites, de chondrites, qui sont écrasés sur la Terre, chacune qui a amené quelques particules d'eau extraterrestres et qui ont formé l'océan. Et le sel, il vient d'où? Il vient de la dissolution de la surface de l'écorce terrestre, où ces éléments étaient abondants. Et dans cette eau salée, la vie va naître. Au départ, vous avez la même salinité dans la cellule ancestrale et à l'extérieur. Et pendant très longtemps, ça va être comme ça. Et c'est pour ça que la vie, au début, ne peut pas sortir de l'océan. Chaque fois qu'on s'approche de la côte, il y a un phénomène physique qui s'appelle l'osmose, qui fait que lorsque vous avez une membrane biologique qui sépare une partie moins salée et plus salée, l'eau migre tout de suite de la partie la moins vers le plus. Donc dès qu'ils s'approchaient de la côte, ces bestioles, ils s'hydrataient, ils explosaient. Donc ils n'étaient pas cons, hein, ils ne venaient pas, au bord de la côte. Il a fallu que par un hasard, le hasard a la nécessité de Monod, sans aucun dessein intelligent, des crustacés inventent un système, il y a à peu près un peu moins de 800 millions d'années, qui faisait que ces animaux-là n'avaient plus dans leur sang de l'eau de mer, mais à peu près un tiers d'eau de mer. Et c'est nous ce matin. Je vous ai mis la composition de l'océan ici en bas. Alors, l'océan, c'est ça, hein. Je vous ai mis la barrière de corail en Nouvelle-Calédonie. Et ça, ici, là, c'est votre sang en ce moment. Et c'est intéressant parce que pour nous ramener notre partie animale, quand on me dit on n'est plus des animaux, je suis désolé, regardez, vous respirez. Je respire, je ne suis pas un extraterrestre. Hein. Nous respirons, nous mangeons, nous buvons. On est profondément animal dans notre physiologie. Les médecins le savent très bien, s'il y a des médecins dans la salle. Et pourquoi dans notre sang a-t-on 100 millimoles de chlorure, 140 millimoles de sodium, 4 millimoles de potassium? Ça, c'est la naissance de la vie dans l'océan. Et mieux que ça, ce sang-là, c'est l'eau saumâtre. Vous avez vu mon village ici, près de Banyuls. Ça, c'est Argelès-sur-Mer. Là, vous avez la Méditerranée, très salée. Là, vous avez la rivière de la Massane. Elle a 20 milliosmoles. Ici, on a 1100. Et là, vous avez le sang humain. C'est l'eau saumâtre. C'est ce mélange d'eau douce et d'eau de mer qui a créé ce creuset initial de la capture de la vie sur les continents. Et la vie est forcément passée par le littoral pour aller de la mer sur les continents. Elle n'a pas sauté par-dessus. Et prenez un crabe chinois, ça paraît vraiment con, un crabe chinois, c'est génial un crabe chinois, comme tous les animaux. Il court dans les fonds marins très salés, il vit en eau de mer tout à fait normalement, il sort, il va sur la plage, il va dans l'eau saumâtre, c'est son sang, il remonte en rivière et il grimpe aux arbres. Voilà, là vous avez vraiment le système de l'amphibie initiale extraordinaire, inventé par hasard dans une discrétion totale, il y a à peu près aujourd'hui 450 millions d'années. Donc, qu'est-ce qu'un animal? C'est la question qu'on se pose souvent. Alors, nous, scientifiques, on a réfléchi à ça, il y a des réponses précises. Hein. Alors, on commence. Où ils commencent? Les éponges. Ce sont les premiers êtres vivants qu'on considère comme étant animaux, ce sont des éponges. Alors, quand je parle avec les gens qui défendent les animaux, ils me parlent toujours des éléphants, des baleines, évidemment, toujours la même chose, des tigres. Une huître aussi, c'est un animal, bien sûr. Ah oui, mais vous comprenez, elle est plus bête que la baleine.
Oui, lui, de toute façon, elle ne se pose pas la question, de toute façon. Hein. Donc c'est ça qui est compliqué pour nous. Où commence la conscience? Et là, Jean-Pierre Changeux, il est clair. Jean-Pierre Changeux me dit la conscience commence quand un animal sait qu'il a devant lui sa représentation à lui. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce qu'un animal pour un physiologiste? C'est un être vivant métazoaire, donc avec beaucoup de cellules, c'est pas un unicellulaire, hein, élaboré, la plupart du temps mobile, presque tous bougent, pas tous, les coraux ne bougent plus, les gorgones ne bougent plus, ils ont bougé petit. Quand vous avez effectivement la fécondation, vous avez les propagules qui se baladent dans l'océan, chez un oursin aussi, ils se fixent, et là, il ne bougera plus jamais. Et ça, c'est la vie en mer qui est très particulière. La vie sessile est très rare sur Terre pour les animaux. Il y a peu d'animaux sessiles sur Terre. En mer, c'est banal. C'est important parce que quand vous êtes sessile, c'est très compliqué. Je suis là, je suis corail. Vous savez que les plus vieux animaux de la planète, ce sont les coraux. Il y a des coraux qui ont 5000 ans. C'est le record chez les animaux. Donc vous avez ici effectivement une colonie de corail, pas un individu. Je me suis fixé là, j'ai construit mon squelette calcaire, et puis je suis installé là. S'il arrive des événements extérieurs qui sont défavorables, je n'ai pas la possibilité de m'en aller. Regardez ici dans la salle, ce matin, on est tous bien, là on est ensemble, là chez Olivier. Tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il fait beaucoup trop chaud, on se gèle, ça sent vraiment pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on sort à l'extérieur. Ils ne peuvent plus faire ça. Comme un arbre, j'aime beaucoup les comparer aux arbres. L'arbre est fantastique comme ça aussi. Donc ces êtres vivants ont inventé un tas d'astuces, pour deux raisons. Ils sont beaucoup plus anciens que nous, donc ils ont eu le temps. Et deuxièmement, quand vous ne pouvez pas bouger et échapper à une agression, vous trouvez des systèmes pour vous défendre. Vous vous rappelez ce fabuleux travail fait sur les arbres en Afrique du Sud? Quand ces élans venaient brouter ces acacias, on a très bien démontré que ces acacias, en fait, réagissaient au broutage. Et c'est très subtil aujourd'hui. On sait, un arbre sait jusqu'à où il peut se laisser brouter. Si jamais on dépasse un seuil, hop, il entre en réaction et il produit des substances qui rendent l'arbre inconsommable pendant des semaines. Et ce qui est fantastique, c'est que ça, c'était déjà pas mal, déjà. On a vu beaucoup mieux, c'est qu'il prévient les copains qui sont à côté. Hein, c'est-à-dire qu'on voit très bien l'arbre qui, par des molécules très simples, hein, de l'éthylène, de l'acétylène, produit par les feuilles du haut de l'arbre, vont dire aux arbres, attention, il y a un machin qui te bouffe là, trop. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a une proportion. Ils ne réagissent pas jusqu'à un certain point. Et ça, on l'a fait, nous, en arrachant des feuilles aux arbres, c'était magnifique. Hein. On enlève une branche, deux branches, trois branches, il n'y a pas de réaction. Et vous enlevez à un moment la branche de trop. Alors, il y a un problème là, il me bouffe beaucoup trop. J'aurais pas le temps de me régénérer en temps utile par rapport à ce qu'il fait. Je réagis, moi je deviens imbouffable, et mes copains aussi. Et dans un vaste rayon. Et ça dure plusieurs jours, avant que l'arbre revienne dans un système, effectivement, où il va se laisser consommer. Et bien c'est pareil pour les animaux marins, et voilà pourquoi aujourd'hui dans les animaux marins, on trouve beaucoup plus, pour amener ce que vous dira Tariq demain, beaucoup plus de substances d'intérêt médicamenteuses ou cosmétiques dans les animaux marins sessiles que dans les animaux terrestres. Donc les médicaments, on les sort des plantes terrestres, dans l'océan, on les sort beaucoup des animaux marins, parce que justement, ils ont inventé des substances, parce qu'ils ne peuvent pas s'échapper lorsque les milieux changent trop. Comment ils vont échapper au changement climatique, c'est une vraie question aussi, ça, bien sûr. Donc on se nourrit de matière organique, prouvé à l'extérieur, on dit qu'on est hétérotrophe. Bah, vous mangez de l'herbe, par exemple, vous broutez des algues. Ça, c'est la définition de l'animal. Vous voyez, c'est très simple et vague. Ils sont apparus dans l'évolution à un moment précis, alors que l'humain, lui, est apparu. Alors d'abord, les animaux sont apparus dans l'océan ancestral. L'humain apparaît en Afrique, ça c'est formel aujourd'hui, la génétique est formelle. On avait un moment hésité, on avait dit peut-être origine asiatique. L'humain est africain et uniquement africain. Et c'est nous qui avons éclairci, en fait, comme je dis à nos amis africains, avec qui on discute souvent, c'est très sympa. Vous savez, quand quelqu'un a pu dire une horreur comme l'homme africain n'a pas d'histoire, j'ai écouté, vous savez, s'il n'y a plus d'Africains, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est nous qui avons éclairci, hein. On était tous comme ça au départ. Donc on perd nos poils et on quittera l'Afrique parce que justement on va commencer à avoir des technologies. Et c'est là qu'on va passer de l'état animal-animal à l'état animal-humain. Récemment, donc là je vous parle moi tout à l'heure je vous ai dit les animaux 800 millions, là on est à 3-4 millions d'années. Donc on est très récent dans le système. L'humain a une physiologie profondément animale, ça bien sûr on l'a évoqué tout à l'heure, on a des comportements profondément bien sûr animaux. Je vous ai mis une panthère photographiée ici en Zambie l'an dernier, ça c'est des dauphins, juste pour toi, photographié la semaine dernière au Mozambique, du grand dauphin. Et là, on ne voit pas très bien, c'est mon copain Kimni, un jeune mâle de 5 ans de chimpanzé, qu'on suit dans nos forêts à Sebitoli, en Ouganda. On a 2 camps que tu connais, avec Sabrina. Sabrina en pleurs qui m'a appelé hier matin, parce qu'elle s'est fait tuer une de ses femelles hier matin. Braconnée, ils l'ont tuée. En Ouganda, ils ne mangent pas les chimpanzés, mais il y a beaucoup d'Africains qui mangent des chimpanzés. Et c'était un type qui venait de l'extérieur, du Congo, et qui vivait à employer dans une plantation de thé à côté. Et il l'a tué, il a bouffé sa femelle de chimpanzé qu'elle connaissait depuis 19 ans. Ouais. Donc vous voyez que ça crée des conditions qui ne sont pas toujours très simples. Voilà, alors là, je ne vais pas vous lire tout ça, seulement c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la vraie différence de la conscience, c'est le langage déclaratif. C'est le bébé. Il faut comparer le bébé, quand on veut comparer l'humain à l'animal. Un bébé
va commencer, même s'il ne parle pas encore, à vous raconter une histoire, alors qu'on n'a pas posé de questions, ce que fait jamais l'animal. On est vraiment sur quelque chose où il a envie d'exprimer quelque chose, qu'il fait à un moment précis, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir ces questions de conscience. Alors en fait, c'est vrai qu'en dehors de ce contexte de demande, la fonction déclarative du langage est étudiée pour apporter une information sur le monde et l'échanger avec autrui. Ça, c'est très important. Je ne dis pas que les animaux ne communiquent pas entre eux, ça serait une hérésie, ça c'est une connerie de dire un truc comme ça. Ils communiquent entre eux. Le bébé le fait avant toute demande particulière qu'il n'en a pas besoin du tout. Chez l'animal, il faut voir un petit peu comment on est capable d'imaginer. C'est pas facile à mettre en évidence, hein, parce qu'on ne peut pas toujours expérimenter. Alors, évidemment, si vous êtes sur une huître, ou sur un chimpanzé, ou sur un dauphin, c'est pas la même chose. Alors c'est là qu'on a beaucoup de mal, nous, à dire où est la barrière entre l'humain et l'animal conscient. Et on a fait récemment des manips sur des oiseaux. La conscience, c'était, les chimpanzés sont très connus pour ça, parce que le dauphin ne sait pas faire du tout. Vous lui peignez une tache sur le front, et dès qu'il voit devant une glace, il s'efface sa tache. Ça, c'est extrêmement important, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Un gorille n'arrive pas à le faire. Des gorilles qui ont appris le langage des signes le faisaient. Et on a eu des cas aussi, quand on a humanisé des animaux, il y a eu ce terrible film qui s'appelle Nîmes, vous vous rappelez, ce chimpanzé qui a été humanisé par une équipe d'éthologues américains fous, c'était dans les années 70, hein, qui s'était dit, si j'élève un chimpanzé comme un humain dans une famille humaine, j'en fais un humain. Donc ils ont commencé à faire la manip, dramatique. Vous lisez ensuite que le cerveau humain se développe beaucoup plus lentement que celui du chimpanzé. Hein. À 2 ans, la croissance du cerveau est terminée chez le chimpanzé. À 4 ans, chez le petit bébé humain, il n'a encore qu'à 80% de son développement. Donc on est beaucoup plus lent dans l'apprentissage et le développement que le chimpanzé. Donc ce petit bébé chimpanzé s'est développé comme un chimpanzé, dans un milieu particulier, on l'a humanisé, on lui a appris le langage des signes. Ils arrivent à reconnaître 400 signes différents, hein. Ils arrivent à parler. Cette fameuse chimpanzé aux États-Unis qui arrivait à classer des images d'animaux ou d'humains. On dit, voilà, classe-nous des animaux, une girafe, un poisson, une baleine, les animaux, les humains, des rouges, des bleus, des blancs, des filles aux yeux bleus, aux longs cheveux, hop, hop, c'était impeccable, elle ne se trompait jamais. Et un jour, on lui donne une image de chimpanzé lambda qu'il ne connaissait pas, hop, elle n'a même pas été une seconde, animal. Et sa photo à elle s'est mise avec les humains. Ouais. Là, vous commencez à comprendre que ce n'est pas aussi simple que ces histoires-là qu'on pourrait l'imaginer, et que ce comportement est fondamentalement important. Comment est-ce que je dirais l'imprégnation qu'avait reçue de femelle de chimpanzé durant son élevage. Alors c'était à l'époque où encore on habillait avec des petites jupes hein, les chimpanzés dans les écoles américaines. Maintenant, comme je dis, on travaille dans le terrain. À ces bitoliers, on ne touche jamais nos chimpanzés. On ne les regarde jamais en face. Pire, quand ils sont malades, on ne les soigne pas. Hein, moi j'ai une femelle qui crie depuis 3 mois parce que c'est prise dans un piège à Dick-Dick, avec un câble de frein de vélo, elle est en train de perdre sa main. On va pas la récupérer pour lui enlever ce câble. Il suffirait qu'on écarte le câble pour le lui enlever. Dès le moment où on est dans la nature, on travaille dans la nature. C'est très différent des sanctuaires où l'on récupère des bébés qui ont été abandonnés et qui rapidement on va humaniser. Ils sont très difficiles à réintroduire, bien sûr. Ce sont des animaux aussi évolués que le sont les bonobos, les chimpanzés ou les orang-outans. Et donc récemment, on a fait un travail du même style sur une pie et sur les tourneaux. On a peint une grosse tache jaune sur une pie. Devant la glace, elle s'est reconnue. Elle s'est mise à effacer sa tache. Donc c'est pas que le fait des mammifères. Il y a aussi, les oiseaux sont extraordinaires, avec les étourneaux en particulier. On les prend tous pour des trucs complètement débiles. C'est génial, en fait. Donc, le vrai défaut de l'humain, c'est tuer l'arrogance de l'humain, surtout masculine, d'ailleurs, beaucoup plus que chez les femmes. Ah, c'est clair. Et la cupidité. Et là, malheureusement, c'est aussi féminin que masculin, la cupidité. Hein, mais si on tue cupidité et arrogance, vous allez voir que le monde va tourner beaucoup mieux. Donc, tout ceci pour vous dire que c'est très rare, et Jean-Pierre Changeux nous dit la conscience démarre chez les rats. Les rats sont géniaux. Quand on fait des manips de labyrinthe aujourd'hui, souvent je me dis, mais waouh, je pense que moi j'aurais plus de mal à sortir du labyrinthe que mon rat. Là. Il va plus vite que moi pour trouver la sortie. Hein. Et ça, il y a des méthodes qui sont extraordinaires pour faire ça. On leur fait chercher des chemins et tout, il faut appuyer ici et là. Il va très très vite. Et c'est vrai que les rongeurs, auraient peut-être la première conscience d'eux-mêmes. Donc on est quand même chez les mammifères apparus, je vous rappelle, les oiseaux sont plus récents que les mammifères, les oiseaux sont des dinosaures, vous savez très bien, ils ne sont pas apparus comme ça. Il y a les dinosaures, les mammifères, il y avait des mammifères autant des dinosaures, hein, mais pas gros. Le plus gros mammifère autant des grands T-Rex, il était gros, c'était un lapin. Que vous imaginez s'il y avait eu un cheval à l'époque, il bouffait tout de suite, le truc il était en morceaux. Hein. Donc il se cachait dans les terriers. D'ailleurs, on n'exclut pas le fait que les mammifères aient contribué à la disparition des dinosaures en mangeant leurs œufs, par exemple, parce qu'ils faisaient des œufs, effectivement, abandonnés dans la nature. Hein. Et les oiseaux sont des dinosaures. Hein, ils sont apparus au sein du groupe de dinosaures. Donc aujourd'hui, on peut dire que les dinosaures n'ont pas disparu. Hein, il reste des dinosaures. Les dinosaures non aviens ont disparu, mais les dinosaures sont toujours là. Ce sont les oiseaux. Alors, au niveau de la loi, maintenant, par rapport à tout ça, tout ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Alors, pour l'instant, le Code rural avait reconnu effectivement la torture de l'animal et avait dit on n'a pas le droit de torturer les animaux déjà depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté en janvier 2015, hein, c'est hier ça, hein,
la nouvelle loi pour la modernisation et la simplification du droit, incluant l'amendement sur le régime juridique de l'animal, qui ne me satisfait toujours pas. Hein. Le Code civil mentionne désormais que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Désormais, hein, ça j'adore, parce que bon, en fait, c'est nous qui les considérons comme ça. Ils sont depuis leur origine, bien sûr. Hein, c'est ça qui est important, je suis revenu en arrière là. Sous réserve des lois qui les protègent, donc le Code rural, les animaux sont soumis au régime des biens, et c'est là qu'on n'est pas d'accord. Hein, le Code civil mentionne donc désormais l'animal conformément à sa nature, et pas seulement selon l'usage que l'humain en fait. Parce que, en fait, l'animal, et c'est ça qu'on va arriver à la différence domestique et sauvage, qui me hérisse le poil, évidemment, bien évidemment. Hein, parce qu'en fait, l'animal a des droits que s'il est un propriétaire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, si vous allez massacrer un chien, eh ben, si c'est un chien qui appartient à personne, vous faites ce que vous voulez. Si c'est un chien qui appartient à quelqu'un, le type peut porter plainte. Et ça ne va pas du tout. En tant que vendable et achetable, l'animal peut être échangé, peut être vendu, peut être acheté. Louable aussi, commercialisable. C'est pas encore sur le plan éthique et psychologique, sans avoir aucune conséquence sur le plan réglementaire ni sur le plan pénal. L'animal est toujours considéré comme un bien alors qu'il n'en est pas un. Voilà. Et c'est là, nous, qu'on se bat aujourd'hui. Mais maintenant, j'ai un peu arrêté ce combat, parce que je perds mon temps. Hein, on a les chasseurs contre nous, la FNSEA, de façon extrêmement violente. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter. Pour l'animal, je laisse tomber ça, c'est un combat, on verra dans 50 ans. Hein. Ce qu'il faut maintenant, simplement, c'est nous dire, puisqu'on nous dit, nous sommes dignes, nous sommes l'espèce humaine, hein, il faut les spécistes, mais les antispécistes. On a la dignité. Pour l'instant, on refuse la dignité à l'animal, ok ? Je prends acte de cela, mais notre dignité à nous, dans ce cas-là, nous donne des devoirs vis-à-vis d'eux. Et c'est là-dessus que je vais me battre maintenant. Hein, on a le livre avec Karine Doux-Matignon qui va sortir tout à l'heure, tu parlais, Yolène, de l'événement prochain. Donc, on va au Quai Branly le 20 octobre prochain. On va lancer un énorme livre de 700 pages. Beaucoup ont participé à ce livre sur la relation humain-animal. Et donc là, il faut effectivement qu'on légifère encore plus dans le futur. Alors là, je n'allais pas dire ça, simplement c'était quelques aspects sur ce que savent faire les animaux. Je n'ai pas des vitesses de course, de vol. On va revenir, par exemple, tout à l'heure, on parlait de faucons. Hein. Un pèlerin, il peut atteindre 389 km/h en piqué. Une sterne arctique a fait 35 000 km. Un martinet peut voler 200 jours sans s'arrêter, hein, quand on parle des performances. Ils savent adapter leur comportement comme ces moineaux qui procèdent. Ah oui, alors ça c'est fabuleux, c'est découvert récemment à Montpellier, des collègues éthologues du CEF. Ils s'arrêtent au péage de l'autoroute de Paris. Ils voient un petit moineau qui arrive, avec des vers, et qui les cuit sur le capot de la voiture. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'est une blague, quoi. Et puis il est revenu, ben, il avait appris à faire ça. Et donc il s'est rendu compte, effectivement, qu'il venait cuire sur le capot de la voiture, du type qui avait fait 500 km, là, ses asticots sur le capot de la voiture. On regarde maintenant comment ça va passer. Vous vous rappelez de ces fameux macaques japonais qui lavent leur aliment. En fait, c'est récent. Et ils ont appris ça à tous les macaques de la périphérie. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a retrouvé le nid de ce petit moineau-là, et quand on apporte aux petits des vers cuits ou pas cuits, ils préfèrent nettement les cuits que les pas cuits. Donc ça veut dire que, et c'est intéressant, un chimpanzé aussi, Sabrina me disait que si vous offrez pour des chimpanzés de refuge de l'aliment cuit, ils préfèrent. Donc c'est intéressant, parce que bien sûr, il n'y a aucun moyen d'aller cuire ceci. Et moi, chez les chimpanzés, ce que j'adore quand je suis avec Sabrina, à Sebitoli, c'est, je le regarde travailler. Il va passer 1 heure à préparer la brindille qu'il faut pour chercher, après 4 coups d'ennemi à 35 degrés, 17, 18 et 24, la termite dans la termitière. Il se la sort et il la bouffe. Mais il laisse son outil par terre. Je lui hurle, ramasse-le! Et pour moi, la différence, elle est là. L'humain est devenu humain quand il a commencé à prendre conscience de tout ça et à garder les bifaces. On sait que ces bifaces s'utilisent sur des générations. Quand on avait fait un beau biface de pierre, on se le gardait. On se le gardait de fils en fille ou de père en fils, comme vous voulez, et on le réutilisait. Vous vous rappelez ce site de la Cima de los Huesos, à Burgos en Espagne, où vous avez ce trou, des plus anciens européens, on est à 1,8 million d'années, hein, ça a bien éclipsé Totavel, des homo antécessors, et là vous avez un trou avec 17 crânes humains très bien conservés, et un biface qui n'a jamais servi. Un scope électronique qui montre qu'il n'a même pas servi une seule fois à couper une brindille. Donc on a mis ces gens-là dans ce trou, et on a acheté ce biface magique, qui est la marque même, pour moi, de l'humanité, dans une situation comme ça. Donc, alors bon, on pourrait lire ça pendant très longtemps, hein, comment ils se repèrent dans les tempêtes. En fait, chaque fois que vous lisez ça, vous dites, mais comment ils font ? C'est ça la vraie question, en fait. Hein. Et ça, c'est très intéressant et très troublant. Vous pourrez lire des tas de trucs. On avait fait un numéro spécial dans, je ne sais plus, c'était dans Sciences et Vie l'an dernier, sur ces questions-là que vous pouvez retrouver. Donc, tout c'est pour vous dire qu'ils sont capables de performances exceptionnelles qui devraient faire qu'on les regarde différemment de ce qu'on fait aujourd'hui.
Après, différence marin-terrestre, c'est intéressant parce que la vie animale naît dans l'océan. Et vous avez, on a classé les animaux en 35 grands phyla, 35 grands groupes. 12 n'ont jamais quitté l'océan. Ils n'ont jamais été capables de sortir. J'expliquais tout à l'heure, c'est une sorte de salinité, d'inventer ce système de régulation du sang qui font qu'ils pourront sortir. Alors vous connaissez certainement les échinodermes. Hein. On a 14 000 espèces d'échinodermes aujourd'hui. Oursins, étoiles de mer, concombres de mer, crinoïdes. Aucun n'a jamais pu mettre un pédicule dans une eau saumâtre, une eau douce ou sur un continent. Ils sont restés exclusivement marins. Mais qui connaît les Cycliophora ou les Siponcula, ils ne sont pas connus. Alors ça, c'est fabuleux. C'est un groupe, ça, on connaît deux espèces, qui vivent sur des dents de homard en Norvège. Alors ça, c'est le muséum, ça. Alors je dis au collègue, mais allez voir les dents de homard en Nouvelle-Zélande. C'est pas possible quand même qu'il n'y ait pas des Cycliophora en Nouvelle-Zélande. On ne sait pas où les mettre, donc on crée un nouveau groupe, les Cycliophora. Donc ça, c'est des trucs bricolés que l'humain a inventés. Et je vais revenir à la notion d'espèce, et c'est là justement que c'est compliqué, parce que c'est quoi une espèce? Guillaume Lecointre, on en parlait ce matin avec Pascal, vous dit mais ça n'existe pas, c'est une invention de l'humain. Le dauphin n'existe pas, la girafe n'existe pas, la balle n'existe pas. Il dit c'est une vue de l'humain, parce que comme ça évolue en permanence, sur un temps long, c'est vrai, ça n'existe pas, puisque ça évolue en permanence, ça change tous les jours en fait. Pratiquement, pour s'y retrouver, et surtout quand on est président d'un muséum avec des collections, on est bien embêté si les espèces n'existent pas. Hein. On a le papillon machin, le dauphin 36, la baleine 22, bon, et puis la laitue 43. Mais la vraie question, c'est, ça nous aide, ça nous rassure, parce qu'on dit on fait une classification. Et je vais revenir à Linné. Linné était un botaniste suédois. À l'époque, on ne donnait pas de nom aux botanistes. Enfin, pardon, aux gens. Il n'y avait pas de nom en Suède. Linné, ça veut dire tilleul en suédois. Donc c'est M. Tilleul, parce qu'il était botaniste. Carl von Linné, M. Tilleul. Et M. Tilleul invente, en 1750, la classification binominale avec un genre et une espèce. Canis, canis. Tout à l'heure, on les entendait, les canis, canis, hein, dans le chenil, là. Canis lupus, qui nous empoisonne l'existence en ce moment, le pauvre canis lupus. Tous les jours, je suis branché sur le dossier loup en France. Et puis, le cheval, Equus caballus. Et puis, en 1958, il invente le terme de Homo sapiens, l'homme qui sait. Alors, première arrogance que j'évoquais tout à l'heure, déjà, c'est quand même pas mal, parce qu'on avait appelé des trucs à cette époque-là, déjà, horribilis, horridus, atrox, férox, et nous, évidemment, on s'appelle sapiens. Moi, je pense que s'il y avait un individu un petit peu étranger au système, impartial, qui regarde ça, quand j'ouvre mon journal tous les jours, quand je vois les relations entre humains et humaines, pour commencer, déjà dramatiques, et puis entre humains et non-humains, je doute fort que le premier objectif qui me vienne à l'esprit soit sapiens. Hein. On aurait pu s'appeler nous aussi atrox, férox, horribilis, economicus, comme vous voulez. Hein. Donc il crée Homo sapiens. Premier gag. Deuxième gag, il n'est pas déposé dans un musée. On avait dit toutes les espèces vivantes doivent être déposées dans un musée. Il n'y a pas le type d'Homo sapiens dans un musée. Alors c'est le squelette de Linné dans son cimetière en Suède, hein, qui représente le soldat inconnu, hein, qui pourrait être effectivement le type d'Homo sapiens. Non, c'est pas déposé. Et ça va tout changer. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était encore très déiste. Il ne pouvait pas s'encaisser avec Buffon. Buffon était intendant du roi, 42 ans, intendant du roi au jardin du roi et des plantes médicinales. Buffon meurt un an avant la Révolution. Donc c'est 88, heureusement pour lui, ça serait mal terminé, 42 ans, intendant du roi. D'ailleurs, son frère va être raccourci l'année suivante, d'ailleurs, lui était mort l'année avant. Et puis, avec Buffon et Linné ont passé leur temps à s'insulter par lettres. Ils ne vont jamais se croiser physiquement. Linné viendra au Jardin des Plantes en 1738, et Buffon prend ses fonctions en 1742. Mais ils se sont insultés en permanence. D'ailleurs, pour l'embêter, ce que fera d'ailleurs Linné, il cherchera l'animal le plus laid d'Europe, et quand il décrit le crapaud commun, ça s'appelle Buffo, 2 fois, pour emmerder Buffon. Vous voyez que les scientifiques aussi ne sont pas... Et alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'il avait un ego, le Linné, mais comme Buffon. Ils ne pouvaient pas s'entendre des gens comme ça. Et d'ailleurs, Linné écrira un jour, d'ailleurs, il dira « Dieu a créé, Linné a organisé ». La vie. Vous voyez un peu les égos monstrueux de ces gens-là. Voilà. Donc je passe rapidement. Alors après, bon, il y a eu des crises d'extinction, je passe rapidement là-dessus. J'ai combien de temps encore, Irène? 5 minutes? Oui. Donc il y a eu des crises. Ça, c'est pas une crise. Au contraire, c'est une époque où il y a eu énormément de choses en même temps. Ces crises sont quoi? D'énormes variations environnementales, toujours multicauses. Il n'y a pas une crise créée par une seule cause. Du volcanisme extrêmement violent, les tracts du Décan, par exemple, à la charnière donc, Crétacé-Tertiaire, les trappes de Sibérie, à la plus grande crise qu'on a connue il y a 251 millions d'années, 96% des espèces vivantes, marines et terrestres disparaissent sur un temps court. Et c'est là que la question est lancée aujourd'hui avec le monde politique. On parlait du monde politique tout à l'heure. C'est la question du temps. Parce que je me rappelle ce poète chinois qui disait, tu sais,
il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire. Et c'est là qu'ils ne comprennent pas ça. Et je terminerai sur un texte de... Tout à l'heure, mes deux maîtres à penser sont Edgar Morin. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, chaque espèce qui disparaît est un drame complètement imprescriptible dans nos systèmes. Tout le monde s'en fout, comme disait Jean-Marie Pelt, parti il n'y a pas longtemps, il disait Jean-Marie, quand une plante disparaît hier soir à 20h32 en Alaska ou bien en Afrique du Sud, personne n'en parle, ça ne fait pas la une du 20h, ça, effectivement. Hein. On s'en fout tous. Mais c'est irrécupérable, on a vraiment perdu quelque chose. Et je reviens à Bernie Krause, dont on parlait ce matin avec toi, Bernie Krause qui est un fabuleux bioacousticien, fabuleux musicien, à 3 ans et demi, il joue du violon comme c'est pas possible. En 70, avec son copain Paul Beaver, ils vont créer la musique électronique, et il va rentrer les sons de la nature dans la musique. Tout un mouvement va être lancé comme ça, hein. Et cette musique synthétique permettra de faire des musiques de films comme Apocalypse Now, par exemple, Love Story, Docteur Folamour. Et c'est vrai que... Ou bien Rosemary's Baby. Et il devient effectivement le bioacousticien emblématique. Il a 55 000 enregistrements de sons de nature, beaucoup d'animaux, hein, bien sûr, marins et continentaux. On va récupérer la collection à Paris au muséum. C'est le plus grand bien qu'on ait aujourd'hui, effectivement. Et surtout, lui, il lit sur un enregistrement sonore, hein, il lit à durée de pollution. Il est passé en 1936 dans ce champ précisément, et puis en 1947, et puis en 1970, et puis en 2010. C'est pas la même chose. Une chose terrible qu'il raconte sur les sons dans une forêt tropicale du Costa Rica. En fait, on va essayer de faire une gestion écologique de l'écosystème. Au Costa Rica, on dit qu'ils sont plus écolos que les autres, ça reste à regarder. Hein. Toujours est-il qu'on ne va donc pas couper la forêt, parce qu'il a des sons magnifiques. Hein. Avec la forêt, sans la forêt, évidemment, ce n'est pas les mêmes. Hein. En mer, c'est pareil, on met de la chlordécone dans l'eau, ce n'est pas les mêmes sons du tout. Il est capable d'enregistrer le son que fait une colonie de virus qui sort d'une bactérie. Donc, on est à des niveaux absolument incroyables. Et il dit, dans une forêt du Costa Rica, on a enlevé un arbre sur 10. À l'œil, vous ne voyez rien. Sur les sons, c'est très différent. Il me dit souvent, les oiseaux ne sont pas partis, mais ils ne chantent plus. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on est en train de perdre tout ça aujourd'hui. Et c'est l'expo qu'on fait à la Fondation Cartier en ce moment, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de perdre ça. Et on s'imagine tellement supérieur. Donc les grandes différences, c'était la domestication du feu. Pour moi, c'est là que l'humain a cessé d'être totalement animal. On est toujours animal, je le précise bien, je suis physiologiste, donc je sais ce que c'est. Hein. Mais effectivement, on domestique le feu. Et là, on sait, on a des traces, il y a 800 000 ans, donc Homo erectus, en Israël et en Asie du Sud-Est, où l'humain met le feu intentionnellement pour détruire ou pour diriger ou maîtriser un écosystème. Et ça va tout changer. On sortira de l'Afrique. Tous les 100 000 ans, avec les vagues de froid qu'on avait, il faisait moins 40 dehors, hein, sans feu, on ne serait jamais sorti d'Afrique, effectivement. Le feu va permettre de cuire les aliments, de durcir les épieux de chasse et de guerre, et surtout de socialiser l'humain. On se raconte des histoires au coin du feu le soir. Et ça va totalement changer la relation de l'humain avec l'extérieur. Puis après, ça va être effectivement au néolithique, l'invention agricole hein, et de l'élevage. Et ça va tout changer parce que... Alors on s'est beaucoup posé la question de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est parce que les femmes ont commencé à faire beaucoup de bébés qu'on a dû s'arrêter de bouger? Ou bien est-ce que parce qu'on s'est arrêté de bouger qu'elles ont commencé à faire beaucoup de bébés? Et on penche pour la première hypothèse, il y a un joli papier dans le PNAS l'an dernier, un peu partout sur la Terre, les femmes ont commencé à faire beaucoup de bébés. Et ça a permis à l'humain, en fait, ça a obligé l'humain à s'arrêter de bouger. On ne peut pas migrer avec des enfants, avec des petits. Et donc ça a totalement changé les choses. La troisième date, c'est l'invention de la machine à vapeur. Et c'est notre drame actuel, énergie fossile. Et du jour au lendemain, en 84, il faut du charbon et du pétrole. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien simplement, ce que la nature avait intelligemment stocké dans des couches géologiques, on le remet dans le système. Et le monde ne peut pas s'en servir comme ça. Et quand je raconte les 7 plaies écologiques, aujourd'hui, la dernière, c'est le changement climatique, c'est trop tard. C'est la seule des 7 plaies qu'on ne peut plus arrêter. On peut tout faire pour limiter les dégâts, mais on ne peut plus empêcher le changement climatique. Là, si on arrêtait les émissions de CO2, on a encore pour facilement 500 à 600 ans de réchauffement. Hier, ils ont publié une carte hier sur la météo, parce qu'on parle de la canicule en France, en 2096. C'est pas mal. 54 degrés à Paris. Et tout ça a lancé un prix Nobel de chimie, qui s'appelle Paul Crutzen, un Hollandais. C'est l'homme qui a trouvé le trou dans la couche d'ozone. Après le trou de l'Anthropocène, l'histoire de la phase de la Terre, durant laquelle le plus puissant moteur de l'évolution n'est plus ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la longueur du jour, la salinité de l'eau, la température, mais la présence de l'humain. Et tout ça est lié à sa technologie. Sans technologie, on ne serait pas arrivé là. Et cette courbe est intéressante entre Malthus et Darwin. Comment l'humain s'est développé, et ça c'est la démographie, le nombre d'humains sur la Terre, avec les inventions.
Et pour moi, la première invention déterminante, on est ici, là, c'était l'arme de jet. Tant qu'on se bat avec un biface, et qu'on doit avoir un prédateur en face de nous ou une proie, croyez-moi, c'est pas évident. À tous ici dans la salle, je vais vous filer un biface tout à l'heure, là, Olivier. Et vous allez me tuer un cochon. Vous verrez que le cochon a ses chances. Comment on va réussir à faire ça? Donc, dès le moment où on a un propulseur ou un arc et des flèches, c'est 8 à 9 000 ans, ça va tout changer. On tue le prédateur à distance, avec le feu, on le maintenait à distance, et on tue la proie. Et après, il y a eu la roue. La roue était très importante aussi. Et puis après, il y a eu effectivement les villes. Damas, la plus ancienne ville de la planète. Il y a 7000 ans, il y avait des traces de villes à Damas. Qu'est-ce qu'on fait à Damas aujourd'hui? Regardez, c'est monstrueux. Et puis ensuite, ça va être effectivement les âges des métaux, les moulins à eau, les moulins à vent, et puis ici, la poudre noire. C'est quoi le drame? C'est la poudre noire. Moi, je vais au Congo, je vois des gamins de 15 ans qui ont des kalachnikovs et qui tuent les éléphants, puis qui violent toutes les filles du village d'à côté, évidemment, hein, qui se heurtent à une armée régulière, donc qui n'arrivent pas à ils repartent, ils recommencent à violer les filles dans l'autre sens. C'est ça, aujourd'hui, le système. C'est la poudre noire qui a changé beaucoup de choses dans l'histoire de l'humanité. Parce que n'importe quel abruti grand comme ça, il tue un gros animal à distance, sans du tout s'exposer. Pour ça, vous comprenez que moi, les types qui tirent avec des balles blindées, des gros fusils, des animaux à distance, je suis assez réservé sur le côté éthique du comportement. Voilà, et puis après, les vaccins, les antibiotiques, les matières plastiques qui nous empoisonnent tant aujourd'hui, et on continue à faire des bébés allègrement. En 1945, Hiroshima et Nagasaki, pour la première fois, grâce à sa technologie, l'humain crée un événement de l'ordre de grandeur de destruction d'un événement naturel, une éruption volcanique ou tout ce que vous voulez, un séisme. Hein. Et puis c'est aussi le moment, effectivement, où on commence à faire des bébés comme c'est pas possible. Là, je suis allé récemment, Égypte. Le Premier ministre me dit, je ne sais pas combien il y a d'Égyptiens, 100 millions au moins. Éthiopie, 100 millions. RDC, 100 millions. Nigeria, 200 millions. Et puis ça continue à galoper comme ça. Les Africains ont dépassé le milliard, on va être 2 milliards dans combien de temps? Dans le contexte général qu'on explique ici, de changement climatique et de déforestation, qui est le problème essentiel de ces régions du monde. Un arbre, il sait faire pleuvoir. Donc dès que vous déforestez, il ne pleut plus. Quand il ne pleut plus, il n'y a pas d'agriculture possible. Et les gens s'en vont. Et le bilan final, c'est la migration. Je vais terminer. Alors ça, c'est Chauvet, à l'époque où les humains étaient capables de représenter la biodiversité. Qui dessine comme ça ici dans la salle là? Ça a 37 000 ans. 2 fois plus vieux que Lascaux. Plus. Lascaux, c'est 17 000 ans. Hein. Pensez à ces gens-là, des femmes, pourquoi ce seraient des hommes, peut-être bête des femmes, hein, au fond d'une grotte, avec 2 pigments, le charbon de bois et l'ocre rouge, qui vont vous peindre ces animaux. Il y a 14 espèces à Chauvet, il n'y en a que 4 à Lascaux. Donc vous avez une image de la diversité. Il y a des panthères, il y a des hyènes. Hein. Il y a beaucoup plus de rhinocéros dans la seule grotte de Chauvet que dans toutes les grottes ornées d'Europe. Pourquoi? Parce que quand on commence à peindre dans les grottes, il a déjà disparu, le rhinocéros, vers 22 000 ans à peu près. Donc il y a Pêche-Merle et puis il y a Chauvet. Je passe là-dessus sur ces disparitions récentes d'espèces. Donc la question posée aujourd'hui, est-ce qu'on a commencé sur la Terre, liée à l'activité humaine, la 6e grande crise d'extinction, pour des raisons de destruction et de pollution, de surexploitation des ressources, de dissémination anarchique d'espèces, et enfin de changement climatique? Voilà la question, je vais conclure. Alors les plaies actuelles de la crise écologique, productivisme agricole, on peut changer, c'est pas tous les jours, hein. On peut changer, qu'on arrête ces pesticides et insecticides. Je rentre de l'Arctique. Les oies arctiques sont les plus contaminés des oiseaux de la planète, là où il n'y a pas d'humains, avec des molécules qu'on a mis sur nos champs il y a 40 ou 50 ans. Donc tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça va se répandre partout là dans le futur. L'eau potable, on la gaspille allègrement. Nous sommes faits d'eau. J'ai écrit un livre en 2011 qui s'appelle « L'eau, la molécule oubliée ». C'est un crime contre l'humanité de gaspiller et souiller l'eau comme on le fait aujourd'hui. La pêche, alors que pêcher c'est très bien, surpêcher c'est totalement stupide. La déforestation, je l'ai évoqué, la biodiversité et la pollution. Ça c'est le drame actuel avec les plastiques de l'océan. Et le seul qu'on ne puisse plus changer, c'est le changement climatique, c'est trop tard. Donc aujourd'hui, il faut qu'on le limite. Je vais passer rapidement là-dessus pour finir. Alors, de loup, c'est voilà la domestication. Quand est-ce qu'on a domestiqué les animaux, à quelle époque, hein. Le premier, c'est le chien. On parle même de 35 000 ans chez le chien. Il y a un beau papier récemment dans Nature qui montre que le chien est de bi-origine. Il est à la fois chinois et européen. Des sélections de loups, hein, qui sont devenus des chiens. Et le chien est très particulier. Quand on parle des comportements, c'est intéressant parce que le chien a un comportement en éthologie très lié à son activité avec l'humain, en fait. Il est sûr que le chimpanzé est beaucoup plus intelligent qu'un chien. Le dauphin, c'est comme un chien à peu près. Hein. Donc vous avez des animaux qui sont beaucoup plus intelligents que d'autres, parce qu'ils sont dans l'évolution à des positions différentes. Mais le chien va faire des choses que ne fait pas le chimpanzé. Je vais vous scruter, je te scrute là, comme ça.
tout fort, je te regarde dans les yeux pendant quelques temps. Et j'ai un chien et un chimpanzé. Et je leur demandais après qui j'ai regardé. Le chien a tout de suite vu que c'est toi que j'ai regardé. Le chimpanzé n'a rien vu du tout. Ce qui veut dire qu'il y a eu une coévolution entre le loup devenu chien et l'humain, qui fait qu'ils font des choses qu'effectivement ne font pas les chimpanzés. Alors que si je prends des QI classiques de tests de bricolage, le chimpanzé est supérieur au chien. Donc c'est intéressant, effectivement. On est toujours lié à quelque chose. Alors, le chien, le premier, mais il ne mangeait pas. Le chien, c'est pour aider l'humain. Il y a un papier récemment sorti qui dit que si les néandertaliens ont disparu, c'est parce qu'on n'a jamais trouvé associé au mouvement néandertalien des chiens. Ils n'ont jamais domestiqué le chien. C'est que les sapiens qui l'ont fait. Le chat, assez ancien aussi. La vache, le porc, la chèvre, le mouton, beaucoup plus. Le dernier, c'est le lapin. En Amérique, c'était le lama, l'alpaca, le kobe, le canard. Et puis tout ça, bien sûr, il y a eu des chevaux de domestication en Asie. Il y en a eu en Afrique et en Europe, et puis en Amérique. Et le dernier, c'est le lapin. C'est intéressant, le lapin, parce qu'au départ, le lapin était considéré. Alors, il ne vivait que en Espagne et en France. Il y a des lapins partout sur la planète. Au départ, c'est que le sud de la France et la péninsule ibérique. Et le lapin a été déclaré par une bulle du pape animal aquatique. Parce qu'à l'époque, en fait, ils mangeaient les lapros dans la poche des os. Ils ouvraient la maman enceinte et ils mangeaient le puits lapro comme ça. Donc il était aquatique, donc on pouvait le manger les jours de carême, le lapin. Voilà. Et ça, il y a à peu près, on a le lapin depuis à peu près 2500 ans. Animaux aquatiques, c'est beaucoup plus récent. Je vais finir sur une conclusion. Pas être trop long. Simplement, ça c'est intéressant pour montrer des pays comme l'Inde, où vous avez ces considérations très différentes de ce qu'on voit aujourd'hui. Elles ne sont pas bonnes, les images sur ce mur. Là, vous avez un chien dans un déchet d'ordures à Bangalore. Bangalore, c'est 12 millions d'habitants. Le 5e de la France. Vous allez voir ce qui se passe à Bangalore. Et là, vous avez des écologues et des climatologues avec lesquels on travaille, avec des mentalités très différentes de l'Europe. Donc là, vous avez le chien qui vient bouffer les déchets en pleine ville. Les Indiens sont très propres sur eux et dans leur appartement, et c'est des ordures monstrueuses à l'extérieur. Ça sent très mauvais, vous imaginez aussi. Donc comme dans la rue, il y a des plastiques partout. Qu'est-ce que mangent les vaches sacrées indiennes? Elles mangent des sacs en plastique. Voilà. Elles mangent que ça. On a fait un jour une autopsie d'une vache indienne, elle est bourrée de plastique dans l'estomac. Et puis arrivent les animaux sauvages, les sangliers qui débarquent. Hein. Mais ils sont arrivés à Bordeaux, là. Il y en a eu à Saint-Tropez la semaine dernière, en plein centre-ville. Donc ça y est, ils commencent aussi à prendre position dans les villes. Ils sont hybridés, on sait, avec les cochons. Maintenant, il n'y a plus de sangliers sauvages. Hein. Ils sont tous hybridés entre les cochons et les sangliers. Ils viennent faire la cour, là, effectivement, autrui en élevage. Et puis on est en Inde. Donc les macaques, il y a 2 espèces de macaques. En pleine ville, hein, on est au centre d'une ville de 12 millions d'habitants. Hein. Imaginez ça aux Champs-Élysées. Hein. Les macaques s'installent, et puis ils viennent dans le jardin, ils bouffent, ils vont sur les poubelles. Et puis comme on est toujours en Inde, il y a des serpents. Ça, dans le jardin du copain, il m'appelle, il me dit, il y a un truc qui bouge dans le jardin, ça t'aurait plu, là, Olivier. Une femelle de cobra. Je dis, ouais, je vais t'attraper, on ira la mettre ailleurs, mais surtout, on ne la tue pas, surtout. Hein. Et 2 dans la semaine, j'ai eu 2 femelles de cobra dans la semaine, dans le jardin. Et puis beaucoup plus grave que le cobra, là je ne joue pas avec, c'est la vipère de Russell. Elle est responsable de 8 à 10 000 morts par an en Inde aujourd'hui. 40 morts par les tigres, 400 par les éléphants, 8 à 10 000 par les serpents. Et enfin, en pleine ville, la panthère qui vient et qui mange un chien. Voilà. C'est ça la nouvelle écologie. Hein. Ma conclusion pour terminer, j'avais les changements d'autres sur les maladies, je passe là-dessus. Je passe sur les modèles aussi. Changement climatique, on a dit quelques mots tout à l'heure. Ça, c'est un papier intéressant sorti il y a juste un an dans Nature sur le mode de prédateur de l'humain, le chasseur humain. Et on montre qu'on est très différent des prédateurs animaux. En fait. On tue les adultes de bout de chaîne, ce que font jamais les animaux sauvages. Donc on est sur un système qui est totalement impossible à continuer. Donc cette prédation que fait l'humain sur le vivant par la chasse hein, est absolument pas sustainable. Ou par la pêche, la pêche, beaucoup de la pêche en mer aussi. Hein. Donc voilà, je finis sur Sri Aurobindo, que j'aime beaucoup. Il disait ça en 1915. On parlait ni d'écologie, ni d'écologisme à l'époque. Hein. Il concluait en disant ça. Où est cette transformation-là? Où est cette conscience qu'on évoquait tout à l'heure? Où est cette perte d'arrogance? Où est cette perte de cupidité qu'on évoquait? Pour qu'on puisse effectivement réfléchir à tout ça. Et Edgar Morin qui disait en fait, cette Terre c'est un vaisseau spatial avec 4 moteurs, la science, la technique, l'économie et le profit. Et chacun de ces moteurs est ambivalent, ça veut dire qu'il peut être très bénéfique pour l'humanité ou très délétère pour l'humain. Le probable est catastrophique, disait-il. Il est que nous allons vers l'abîme. Moi j'aime pas ça, je ne suis pas un catastrophiste. Et il disait, pourtant, est-ce que j'aime bien chez lui, il y a toujours eu de l'improbable dans l'histoire humaine. Le futur n'est jamais joué, c'est là. Le problème de la métamorphose dont on a besoin est de ne pas être prévisible. Il nous manque la conscience humanitaire, ça peut encore aller. Planétaire, on ne la trouve pas. Et on parlait des transhumanistes avec Pascal ce matin. Ces gens-là pensent à 0,0001% d'humanité.
Je m'en fous des 7,5 milliards que nous sommes. C'est moi qui vais m'en sortir avec une technologie démesurée de démurge, totalement éthiquement et moralement épouvantable. C'est une solution, ça? Donc c'est un grave danger qui nous guette aujourd'hui. Alors, quand je vois nos bonobos, nos chimpanzés dans la forêt, et je vois ces gens qui ont $1 milliard mis cash sur la table par Google chaque année pour travailler là-dessus. Tesla s'y est mis récemment aussi, au transhumanisme. Homo faber, Homo démens, toujours pas sapiens. Et je finis sur Lévi-Strauss qui disait « Et si une prescience secrète avertissait l'humanité qu'elle devient trop nombreuse, pour que chacun de ses membres puisse librement jouir de ces biens essentiels que sont l'espace libre, l'eau pure, l'air non pollué. Le droit à la vie et au libre développement des espèces vivantes, encore représentées sur la Terre, peut seul être dit imprescriptible. Pour la raison très simple que la disparition d'une espèce quelconque creuse un vide irréparable à notre échelle, dans le système de la création. Par de sages coutumes que nous aurons tort de reléguer au rang des superstitions, il évoquait les populations amérindiennes sur lesquelles il travaillait, certaines sociétés limitent la consommation, la chasse par l'humain, d'autres espèces vivantes, ou la pêche, et lui en imposent le respect moral, ça on ne sait pas faire, associé à des règles très strictes pour assurer leur conservation. Ces pratiques concordent pour faire de l'homme une partie prenante, et non un maître de la création. Voilà, merci. Oui. Alors le transhumanisme, c'est un mouvement qui est parti il y a une trentaine d'années. J'ai des gens qui se sont dit, c'est inéluctable. Nos modes de vie technologiques vont nous amener à détruire la nature. Ils en sont convaincus, ils le savent, ils savent très bien. Donc il faut aller encore plus vite, continuons à le faire. Au Brésil, il y a eu un gros débat récemment. On détruit l'Amazonie. Et puis ils me disent, voilà, mais des espèces que tu veux garder, alors on va te les cloner. Donc laquelle tu veux, le jaguar, l'oslo, je te les clone. Mais tu ne veux pas que je les remette dans la nature. Bah, des clones, non. Donc, on va faire des zoos. Donc, vous imaginez l'avenir, une nature détruite et des zoos d'espèces qu'on veut garder avec nous. Je ne sais pas, on mettra les baleines. Et donc, ils nous disent, dans ces conditions-là, il faut qu'on fasse des chimères, des hybrides entre des humains et des robots. Toute l'intelligence artificielle, elle est liée à cela. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable, dans 30 ans pour eux, de boire de l'eau polluée, parce qu'on ne saura pas faire d'eau pas polluée. De respirer de l'air pas pollué, on ne saura pas. Il n'y aura plus sur la Terre d'air pas pollué, sauf dans des coins peut-être perdus. Et puis, on va remplacer le cœur, puisque le cœur va être faillible, les reins, le foie. Les bébés, on les fera dans des éprouvettes, dans des boîtes de pétri. Il n'y aura plus de câlins, c'est terminé. Vous voyez un peu là, heureusement, je ne serai plus là. Hein. Et on arrive à quelque chose d'immense. Et ils mettent de l'argent là-dessus, ils y croient. Et vous avez un type qui s'appelle Laurent Alexandre, un médecin français, qui fait des débats. Demain, vous allez vivre 1000 ans. Alors évidemment, on s'est engueulé, vous imaginez, un petit peu, 3-4 fois. Lui, tu es un menteur et un voleur. Parce qu'en fait, il passe sa vie à vendre à Hong Kong dans une boîte de biotech qu'il a. Ils sont 3 ou 4 comme ça en France. Hein. Ils vendent en fait des génomes de gens qui veulent savoir si à 43 ans,2, ils font une maladie de Crohn ou ils font un truc particulier. Bon. Et c'est terrible parce que il y a des adhésions. Mes étudiants à la fac me disent, monsieur le professeur, à Jussieu, voilà, on a lu, puis en plus ils sont des parfaits communicateurs, ils ont fait des cours de TEDx aux États-Unis, donc ils ont des trucs en béton, quoi. Mais on peut faire aussi. Hein. Et c'est là que ça ne va pas du tout. Et j'ai fait une chose qui est totalement pas très bien, hein, mais j'ai calculé le coût économique de la vie de Jeanne Calment, qui a vécu 122 ans, c'est donc le record terrestre aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous regardez, vous avez vu dans le journal, le doyen japonais est mort il y a 3 semaines, 113, 114, ils tiennent 3 mois à peu près dans l'humanité, ils sont à 113, 114. Il n'y a plus aucun au-dessus de 115 en ce moment. Hein. La courbe, elle est comme ça, là, donc on ne vit pas de plus en plus vieux. Les femmes françaises, depuis quelques années, ont perdu 3 mois d'espérance de vie. Donc on n'est pas dans ce leurre incroyable de la technologie qui va tout résoudre. Les 2 grands problèmes, c'est le produit intérieur brut, la belle lurette que c'est plus du tout un indice de bien-être. Ça l'a été, je pense, à une époque, dans les années 50, après la guerre, mais pas aujourd'hui du tout. De toute façon, celui de la France, c'est une branche d'hyperbole qui descend, donc on devrait être super malheureux en France. Hein. C'est comme ça. Et la durée de vie. La durée de vie n'est pas du tout dans les systèmes où on a vu de plus en plus vieux tous. Et le coût d'énergie est délirant. On ne peut pas amener au coût de Jeanne Calment 7,5 milliards d'humains à cet âge-là, c'est pas possible. Et quand tu connais bien l'Afrique, tu regardes, l'espérance de vie en Mozambique, au Zimbabwe, elles sont à moins de 50.
En France, aujourd'hui, en ce moment, le chiffre officiel, c'est 78 ans pour les garçons et 84 pour les femmes, mais qui baisse en ce moment. Les femmes commencent à avoir des modes de vie de type masculin, et puis, bien sûr, elles vont en payer aussi les conséquences. Donc, la question, elle est là. Le transhumanisme, c'est ça, c'est de modifier l'humain, de faire des chimères et des robots, des hybrides entre des robots et des humains, pour nous permettre de voir la vie éternelle. Ils ont créé un livre qui s'appelle The Death of the Death. Si c'est pas ça, de l'arrogance à la Linné, il faut quand même le faire, quoi. I want to kill the death, nous dit l'Américain qui est à la tête du truc, là, qui est un mania de Google, et qui effectivement nous dit des choses qui sont monstrueuses. Donc c'est ça, et pour moi c'est un des dangers qui nous... On a 3 dangers, on a le retour du créationnisme. Il faut savoir que 43% des Américains qui votent républicains sont créationnistes. On a redemandé le retour du créationnisme, non pas à l'université quand même pas, mais à l'école aux États-Unis. Il y a les réenchanteurs de risque, ceux qui veulent nous dire on peut faire toutes les recherches que l'on veut, on s'en fout, le but c'est d'augmenter la durée de vie de l'humain, de tout changer, quel que soit le prix environnemental. Il y a plein de gens, le nucléaire en plein là-dedans. Hein. Et puis enfin, bien sûr, ces histoires aussi de transhumanisme, le post-humanisme, comme on dit. Alors je leur dis un jour, je dis mais vous serez prêts quand en 2300 ? Nous serons prêts en 2032. Est-ce que vous avez des questions ? C'est un petit peu long. Je reste les 2 jours. Je reste les 2 jours quand même. Hein. Est-ce qu'on a un petit message d'espoir ? Oui, bah oui, bien sûr. Mais tu vois, ces conférences, je les fais surtout pas pour vous désespérer. Je les fais pour mettre en action de combat. Je suis surtout pas un catastrophiste. Hein. Tous ces mecs dont je parle, il faut les détruire. Ça, c'est clair aujourd'hui. Il n'y a pas de manière à avoir. Hein. Les transhumanistes, ah non, mais c'est pour ça que je ne veux pas être homme politique, sinon je rêverais de dictature écologique, tu vois. Donc, moi, c'est terminé. Je reste avec mes bestioles, je les regarde, je les admire, je m'émerveille tous les jours. C'est ça qui compte. Mais n'empêche qu'il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer et accepter. Le pollueur-payeur doit être mis clairement en place. Quand je vois en Arctique mes oies arctiques contaminées par des types qui mettaient sur les champs des produits ultra toxiques il y a 50 ans, je dis aux actuels. J'étais à une émission de télé récemment là, avec Foucard du Monde et puis Catherine Larère, la philosophe. Où on a dit beaucoup de mal des pesticides et des néonicotinoïdes et du glyphosate. Les mecs m'ont appelé tous les jours hein, en me disant « mais c'est scandaleux, vous ne vous rendez pas compte, comment je vais cultiver mes cerises ?» Là où avant je faisais un traitement par an, maintenant j'en fais 6, à cause du changement climatique à bon dos. Je dis « mais tu les bouffes tes cerises ?» « Ah non, je ne les bouffe pas, mais ils les vendent, les gens les mangent. » Et c'est là qu'il y a vraiment un réel problème, un réel débat. Donc le problème, c'est qu'on est en combat. On est en position de combat. Et qu'est-ce qu'on fait ce matin tous ici, là ? On met tout en place pour que l'improbable qu'évoque Edgar Morin ne se produise pas. C'est notre boulot, ça. Et moi, je crois très fort au fait qu'on peut très bien encore empêcher ce probable, parce qu'il est probable, effectivement, hein, de se produire. En plus, je suis prof d'université, je ne suis pas là pour désespérer mes étudiants qui ont 23 ans. Hein. Sinon, bah, écoutez, on va faire des câlins ce soir, puis on se flingue tous demain matin. C'est pas ça. C'est vraiment autre chose où on dit... on se retrousse les manches, hein, les filles et les garçons. En plus, il y a beaucoup plus de filles en biologie que de garçons maintenant. Maintenant, en médecine, j'ai 3/4 de filles. À l'école Veto, à Alfort, j'ai 3/4 de filles maintenant. Les mecs, ils veulent tous être traders. Ils veulent être traders. Ça n'a pas arrangé la planète, ça, trader. École de commerce et trader pour gagner des sous. Mais à propos de l'explosion démographique, c'est aussi une... Ah, mais bien sûr, tu as raison. On ne l'a pas mis dans les 7. Le problème, si tu veux, ça passe par l'éducation de la femme. Pour moi, le problème, il est là, je vois en Afrique ou ailleurs. Quand tu vois aujourd'hui que quand les talibans reviennent à Kaboul en 2012, c'est hier. Première mesure, les petites filles ne vont plus à l'école. Partout en Afrique, je vois ça. Un truc qui m'a bouleversé quand les Nations Unies ont publié le chiffre pour la COP21, du nombre de femmes qui meurent dans les grands accidents climatiques, les accidents géologiques, les séismes et tout, 70% sont des femmes. Pourquoi les femmes meurent beaucoup plus dans ces événements ? Pour une première raison, c'est qu'elles ne sont pas éduquées. On ne dit pas à une petite fille que quand un tsunami se produit, il faut monter sur la montagne tout de suite et pas ramasser des poissons qui sautent dans les mares de flotte sur la plage. Et puis ensuite, la femme, elle s'occupe de ses mômes. Et le mec, il marche sur elle pour se sauver. Donc il y a un vrai combat. Tu connais les camps de réfugiés. Quand je suis à la frontière entre le Congo et puis l'Ouganda, quel est le sort de la femme dans les camps de réfugiés ? C'est monstrueux. Elles sont beaucoup plus menacées qu'avant et ailleurs. Donc il y a un vrai combat, et ça c'est vrai que ça passe par l'égalité homme-femme, qui n'est pas du tout encore acquise, et pas plus en France qu'ailleurs d'ailleurs. Bien sûr. Et ça c'est une vraie question, ça. Mais c'est vrai que tu as raison, ce qui est important, la démographie passera par l'éducation des filles. Et quand tu parles de démographie, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'avec tous les virus, l'explosion des cancers, etc., il n'y a pas quelque chose d'une manière un peu naturelle Ah non. qui va se rétablir ? Regarde le sida.
je vais être très cynique dans ce que je veux dire, le sida n'a en aucun cas enrayé la démographie africaine. Et pourtant, ça fait beaucoup de dégâts. Je crois par contre que les problèmes vont être ça. Hein. Je crois que les problèmes vont être ça dans le futur. Hein. Ça va être ça, je pense, les problèmes futurs. À propos des femmes, Oui. une étude qui a été très peu citée en France, c'est une étude du cabinet McKinsey, qui est un des cabinets majeurs de conseil auprès des entreprises et autres. Et en fait, ils ont fait cette étude très précise. Si on appliquait aujourd'hui dans le monde, d'un point de vue régional, c'est-à-dire des sous-continents au continent, les politiques actuelles d'équité homme-femme, Oui. il y a donc des politiques actuelles d'équité, on n'est pas sur l'utopie, Oui, on oui. parle d'égalité Oui. d'hommes. Donc c'est du concret. Et si on appliquait ces politiques d'équité, les meilleures de chaque région, quelle serait l'augmentation de la richesse mondiale Oui. en 10 ans? Oui. Je te pose la question, le chiffre absolu, c'est complètement idiot, je te l'accorde, mais c'est vertigineux. Ah oui. C'est 10 puissance 15. Tu vois. C'est-à-dire c'est 1 million de milliards d'euros. La discrimination Nous coûte ça. est extrêmement Bien sûr, chère, bien sûr, bien sûr. qu'elle soit entre les humains, et bien sûr, ce sujet est essentiellement psychologue, Bien sûr. mais également Ah. envers Les non-humains, ouais. toute discrimination a un coût Ah absolument oui, exemplaire. tu vois. Ouais. C'est clair, et ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup à construire et à faire. Et par exemple, on a travaillé beaucoup, nous, sur la perception du changement climatique par les femmes en Afrique et sur les propositions que les femmes font aux impacts du changement climatique. Elles ont des idées absolument géniales que n'ont pas du tout les garçons. Mais tu sais qu'en éthologie, chez les grands singes, primatologie, mais c'est une sous-discipline, on parle du sexe écologique. Oui. Puisque chez les mammifères, les femelles, et chez nous les femmes, sont dépendants pour leur reproduction, leur succès reproducteur, c'est très darwinien comme terme, c'est tout à fait clair, des conditions économiques Bien sûr. et écologiques. Tout à fait. absolument. On voit chez les éléphants, hein, ça c'est que connu. les femmes sont le... Alors du coup, moi j'aime bien citer, quand les gens disent « Ah ouais, t'es sûr le film que j'adore, c'est un des meilleurs films, c'est absolument génial, ça s'appelle L'âge de glace, le numéro Oui. Il est tous vu. Avec mes petites filles, on a tout vu ça. Ouais. Ils disent « Oh merde, c'était notre dernière femelle !» Non, mais c'est vrai. Je pense que toutes les dames ici ont apprécié énormément nos deux savants qui ont parlé beaucoup de bien de l'agent féminin. Bah, ça a été, tu sais, un des grands... Ça a été un des trois grands débats de la COP21. Ça a été l'océan, hein, on va en reparler après, c'était l'océan, mettre l'océan là où il est. Ça a été effectivement le rôle des femmes dans la perception du changement climatique. Et ça a été la biodiversité. Et ça, on n'en avait jamais parlé dans les COP antérieures. Donc j'espère qu'à Marrakech, on va continuer, avec les femmes africaines un peu plus.